On a procédé au calcul de la réaction dans l'appui B. Je vais procéder au calcul sans détailler tous les passages, mais en les faisant systématiquement au tableau. Je vais commencer par choisir un mécanisme qui me permet de calculer cette réaction. Le mécanisme s'obtient simplement en éliminant l'appui qui se trouve au point B et en plaçant la force, la réaction inconnue au point où j'ai enlevé la réaction. Donc ce point est le point B. Et la réaction en question, je vais l'appeler donc R vertical au point B. Je n'ai pas besoin de détailler que ce soit vertical parce que au point B, il n'y aura qu'une réaction verticale. Donc on n'a pas besoin de détailler cela. On va l'appeler simplement RB. Voilà. Ça, c'est notre inconnu. Maintenant, ce que nous avons est un mécanisme. Je peux identifier les centres de rotation, comme je l'ai fait dans les cas précédents. Je vais prendre juste quelques symboles qui me sera utile. Pardon. Alors, pour ce qui est du mouvement du corps numéro 1, nous avons ici un centre de rotation. Et je peux prendre d'ailleurs ici le symbole. Voilà, centre de rotation du corps numéro 1. Nous avons ici le centre de rotation relative entre corps 1 et corps 2. Pour ce qui est du corps 2, son centre de rotation doit se trouver sur l'axe identifié par l'appui au point C. C'est un peu utile. Celui-ci, ça va me permettre d'indiquer l'axe. Je vais appeler C2. Donc il doit se trouver sur cet axe à la fois et aligné avec les centres de rotation relative entre les... Celui-ci a eu le malheur de se transformer en C3'. C'est pas grave, je vais le réécrire. C'est plutôt un C2'3 dont j'ai besoin. Donc C2'3 se trouve à l'infini dans la direction indiquée par la rotule, et puis C3 doit se trouver sur l'axe indiqué par l'appui simple. Je vais le prendre ici. Voilà.
Alors, voilà l'ensemble des centres. Du coup, C1 il peut être ici, il est aligné avec C1,2. Du coup, C2 sera exactement à ce point, afin de trouver une position qui soit alignée avec l'axe de l'appui simple et les directions indiquées par C1 et C1,2. C2,3 se trouve à l'infini, C2 se trouve sur ce point, C3 donc doit se trouver sur l'axe qui est à la fois l'axe vertical passant par D et un axe horizontal passant par C, et donc lui aussi il se trouve dans cet endroit, au point D. Voilà, ça nous définit entièrement la cinématique. Nous pouvons donc maintenant dessiner un mouvement virtuel. Je vais prendre celui-ci. Juste pour avoir les éléments dont j'ai besoin dans l'avenir. Voilà. Alors, je vais commencer en prenant les points fixes qui se trouvent ici. Pardon, je vais montrer où se trouvent les différents centres projetés. C'est un prime qui est là. C'est deux primes qui est ici. Et c'est trois primes qui se trouvent au même endroit que dans le cas précédent. Voilà. Donc maintenant je prends un point de départ de la ligne qui coïncide avec le centre C1', et puis je prends l'angle que je veux jusqu'au point où la ligne qui m'intéresse touche le point de séparation entre la poutre 1 et la poutre 2. Cet angle-là, je vais l'appeler θ. Comme dans le cas précédent. À ce point, la ligne se brise, parce que nous avons ici le centre de rotation relative. Elle doit respecter la règle de passer par les centres C2'. Et puis finalement, pour ce qui est de la partie 3 de la poutre, de la structure, nous avons l'obligation de passer par les points C3' et d'être parallèle à la partie C2'. Donc cette partie-là, je vais la réduire en longueur. Voilà. Donc maintenant, il me reste qu'à calculer les déplacements des différents points d'application des forces. Je peux utiliser une partie de la notation précédente, notamment je vais prendre ce symbole-là. Et donc, voilà les déplacements qui m'intéressent pour ce qui est du point d'application de la force F. Celui-ci, il concerne les points d'application de la force B. Ici, nous avons les points d'application de la force F qui agit sur le point H. Et puis, ici, le déplacement du point E. Au niveau des valeurs de ce déplacement, il suffira à chaque fois de multiplier l'angle de la droite en question par la distance par rapport au centre de rotation de la poutre en question. Ce que nous pouvons remarquer dans ce cas, c'est que différent du cas précédent, l'angle formé entre la poutre 2 et l'axe horizontal et la
est différent de celui formé entre la poutre 1 et l'axe horizontal. Donc je vais appeler cet angle-là alpha chapeau, comme je l'ai fait dans le cas précédent. Et je vais calculer alpha chapeau avec l'équation habituelle qui nous permet de regarder ce triangle rectangle et cet autre triangle rectangle et dire que la hauteur est la même dans les deux cas, alors que la base est différente et les angles sont différents aussi. Donc juste pour être clair sur le triangle dont il s'agit, il s'agit de travailler avec celui-ci et celui-ci. Ce que je peux écrire, c'est que la longueur qui va de là à là, qui vaut donc 6L multiplié par l'angle θ chapeau, donc 6L doit être égal à la longueur qui va de là à là, qui est 2L multiplié par l'angle alpha chapeau. Ce qui me permet de déduire que alpha vaut 3 fois θ. Voilà, cette équation est une équation qui me permet qui définit en fait la compatibilité du déplacement, le fait que ces points-là se déplacent à la fois comme les corps 1 et les corps 2, ce qui signifie que ce triangle rectangle et ce triangle rectangle ont la même hauteur, ce qui est écrit ici. Et en simplifiant, parce que L se trouve de deux côtés, et là on a un 6, là on a un 2, ça fait donc un 3 d'un seul côté. Voilà l'équation qui relie θ et alpha. Donc nous allons tenir compte de cette équation pour l'écriture des déplacements des différents points d'application des forces, notamment. Je vais calculer ces déplacements. Le premier ici, donc c'est une distance de 2L avec un angle de θ. Donc c'est un déplacement qui vaut 2θ et 2L θ. Le déplacement qui est là, c'est toujours avec un angle θ, mais la distance cette fois-ci est 4L. Le déplacement d'ici, on vient de calculer, ça vaut bien 6L θ. Et puis nous avons besoin du déplacement ici, qui est le seul qui nous demande effectivement la connaissance de l'angle alpha. C'est L alpha et donc 3L θ. Nous pouvons maintenant écrire le travail.
Et nous avons le travail positif fait par la première force F fois le déplacement qui vaut 2L θ, moins le travail négatif fait par la force RB qui recule dans le mouvement de 4L θ, plus un travail encore positif qui est fait par cette force F au point H par son déplacement qui est 6L θ, et moins cette fois-ci, parce que la force qui est un E recule, 3L θF, moins 3L θF. J'ai fait une erreur, mais je ne sais pas où. Là, ici. Marche. C'est bon. D'accord, ça c'est donc le travail entier de toutes les forces en jeu. Donc F fois 2L θ qui est ici, moins RB fois 4L θ qui est là, plus F fois 6L θ qui est ici, moins F fois 3L θ qui est là. Donc ce travail doit être égal à 0, quelle que soit la valeur de θ qu'on choisit. Ce qui nous permet d'écrire en mettant un facteur les termes en θ. Et en simplifiant les différents termes qui portent F, et finalement en divisant tout par L, cette équation-là, notez que tu peux effacer l'autre, c'est la même à laquelle j'ai ajouté un passage. Donc la somme de tous les travaux doit être égale à 0 quel que soit θ, ce qui implique, pardon, je me manque une flèche pour montrer l'implication. Voilà, ce qui implique cette relation entre F et R, et du coup je peux déduire R qui vaut les 5 quarts de F. Voilà, cette équation remplace toujours la précédente et me donne la solution du problème dans le cas de la recherche de la réaction verticale au point B. Je peux continuer le travail en cherchant maintenant la solution pour le point C. Je vais donc reproduire le passage. Je
je vais identifier un mécanisme qui s'obtient en retirant l'appui qui se trouve en C et en mettant à sa place la force qu'on va appeler RC, qui est inconnue, et qui est la force que l'appui C normalement génère pour maintenir la pièce et la poutre en équilibre. S'agissant d'un mécanisme, je peux identifier les différents centres de rotation. Vous pouvez noter que, donc je vais mettre les numéros des corps. Vous pouvez noter que le corps numéro 1 n'a aucun mouvement possible parce qu'en fait on n'a pas changé ses conditions de liaison par rapport à la condition initiale de la structure et donc le centre de rotation absolu du corps 1 ne peut pas se trouver à la fois dans l'appui simple, dans l'appui double A et sur l'axe de l'appui simple B. Donc le corps 1 est un corps fixe, le corps 2 sera rotulé autour du point H qui va donc jouer le rôle de centre de rotation absolu pour le corps numéro 2. Je vais donc écrire ici, comme j'avais fait d'ailleurs dans l'étude cinématique initiale. Je connais donc les centres de rotation du corps numéro 2. Le centre de rotation du corps numéro 3, il suit le même sort que dans tous les cas précédents parce que il doit être à la fois aligné avec C2 et le centre de rotation absolu, relative entre le corps 2 et le corps 3 qui se trouve sur la glissière, et donc le corps C3 il se trouve au point D, le centre C3 se trouve au point D. On peut donc, voilà, on a tous les centres de rotation, le centre C2, le centre C3 et les centres de rotation relative à l'infini. On peut donc dessiner la déformée de la structure comme on a fait dans les cas précédents. Projection des centres de rotation. Ici se trouve le centre C2'. Et ici, le centre C3'. Je vais prendre aussi cette ligne parce qu'elle va être utile. Voilà. Donc, tant qu'à faire, plutôt que partir de là, je pars d'ici. J'ai déjà ce morceau de ligne. Je vais la dupliquer parce qu'elle doit rester parallèle à elle-même et passer par là. C'est vrai que c'est un peu trop incliné. Bon, tant pis, je vais la référer. Voilà les mouvements virtuels. Vous voyez que les forces qui sont à gauche de ce point, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci, ne se déplacent pas. Donc on a seulement la force RC qui fait un travail et la force F qui fait un travail. Les deux les font par rapport à un angle qui est le même. On va prendre juste le symbole de l'angle ici parce qu'on va en avoir besoin.
Donc cet angle est le même dans les deux cas. Les déplacements vers les verticaux, je vais prendre ce symbole, je vais l'utiliser ici. Et ici, nous avons donc les déplacements suivants. Je vais les prendre là. Le déplacement de ce point, il vaut 2L fois θ. Et celui-ci de ce point, il vaut L fois θ. L'écriture du travail virtuel me donne le travail fait par la force RC, qui est un travail positif, parce que RC avance dans le mouvement. Et l'amplitude est 2L fois θ. Et puis le travail qui est fait par la force F appliquée au point E, qui est un travail négatif, parce que la force en question recule, et c'est fois Lθ. Ceci doit être vrai pour tous les θ en jeu, tous les θ possibles. Et donc, en simplifiant, nous avons 2 RC moins F égale à 0, et donc RC égale 1 demi de F. Donc voilà, le travail s'écrit, le travail de la force RC, qui est un travail positif, 2Lθ chapeau RC. Là, pardon, il y a un signe moins qui ne devrait pas, il y a un signe plus qui ne devrait pas exister. Le travail de la force F au bout de la console, qui vaut Lθ chapeau F, égale à 0, il manque encore un 0 ici. Quelle que soit la valeur de θ chapeau que je peux choisir, et donc on obtient que 2RC moins F est égal à 0, et donc RC égale 1 demi de F. Il faut juste que j'ajoute les zéros qui manquaient. Voilà la formule. Et ceci me permet de compléter le calcul de la réaction au point C. Et je vais compléter par le calcul de la réaction au point D. Donc je vais faire un niveau. Ce calcul se fait comme dans les autres cas. J'enlève l'appui simple et je mets la force inconnue. Cette force, on va l'appeler RD. Pour ce qui est des mouvements virtuels de ce mécanisme, on constate que pour la poutre numéro 1 ainsi que pour la poutre numéro 2, il n'y a aucun changement des liaisons cinématiques. Donc ces poutres-là ne subissent aucune variation dans leur état de staticité,
Donc elle ne bouge pas. La seule poutre qui a subi une variation, c'est la poutre 3, qui se retrouve avec les liaisons qu'on a déjà vues. La seule liaison qui se trouve sur la poutre 3 est la glissière. Cette fois-ci, la glissière, en effet, représenterait les centres de rotation relative entre la poutre 3 et la poutre 2, mais puisque la poutre 2 ne bouge pas, il s'agit en effet d'un centre de rotation absolu. Voilà. Et donc, pour décrire le mouvement de la poutre 3, tout ce qu'il faut que je fasse, donc tout le reste de la structure ne bouge pas. La poutre 3, elle a un mouvement qui est une translation vers le bas, tout simplement. Donc, je peux copier mon référentiel, par exemple. Je vais quand même copier aussi un bout de poutre bleue. Donc, c'est une simple translation vers le bas. Donc, c'est un segment horizontal qui le représente, vers le bas ou vers le haut, peu importe, translation verticale. Voilà sa valeur, juste pour prendre un symbole qu'on a déjà utilisé. C'est un déplacement vers, ici indiqué vers le bas, donc je vais prendre un mouvement de placement que j'avais déjà indiqué par un déchapeau. Je vais juste utiliser le même symbole. Je placerai ici. Et l'équation du travail virtuel devient donc très simple dans ces cas. Donc le travail virtuel est égal au travail fait par la force RD, qui est un travail négatif, parce que dans cette hypothèse de déplacement vers le bas, la force RD recule dans le mouvement, donc il s'agit d'un travail qui s'écrit moins D multiplié par RD. Et puis j'ai la force F qui, elle avance, le déplacement est le même. Voilà, et ceci doit être égal à 0, quel que soit la valeur de D chapeaux, ce qui implique RD égale F. Voilà donc la solution du problème dans ces derniers cas pour le calcul des réactions de notre structure. On peut donc, si vous voulez, revenir sur la géométrie et indiquer dans un nouveau niveau les différentes valeurs qu'on a trouvées. Bon, ça, je ne vais pas le copier comme ça serait trop long. Ça, je peux le copier comme ça. Donc, RA vertical est égal à F sur 4. RD égale F, ça me va. Ça, je peux le copier. RC égale 1 demi de F. Il me reste à prendre RB.
Voilà les différentes valeurs que j'ai trouvées. Je dois ajouter, donc je disais que RA horizontal est égal à 0. Et puis je vais mettre les vecteurs sous les axes de réaction dans le sens où je les avais mis quand j'ai fait le calcul, parce que les valeurs que j'ai trouvées sont des valeurs qui correspondent à cette direction, parce que je les ai calculées en tenant compte de cette direction-là. On peut vérifier que la somme de toutes les forces en jeu qui sont dirigées vers le haut est égale à celle de toutes les forces qui sont dirigées vers le bas. En fait, si je fais la somme des réactions verticales, je vais voir F sur 4 plus 5F sur 4 plus F sur 2 plus F. Donc si je fais le calcul, cela fait 1 quart plus 5 quarts, ça fait 6 quarts. 6 quarts plus 1 demi, qui signifie 2 quarts, ça fait 8 quarts. 8 quarts plus 1, qui signifie 4 quarts, ça fait 12 quarts. 12 quarts, c'est 12 divisé par 4, c'est 3. Donc la somme de toutes les forces horizontales ici est 3F, ce qui est bien la somme de toutes les forces verticales. F plus F plus F fait bien 3F. Ces petits calculs nous démontrent que nous n'avons pas fait d'erreur, au moins pas d'erreur qui pourrait émerger par ces calculs-là. C'est-à-dire que si les calculs n'étaient pas corrects, alors il y aurait eu des erreurs qu'on avait fait dans la procédure de calcul mise en place.